Alors, bonjour mes amis. Mon nom est Marc-André et je suis un alcoolique. On est rendu à la fin des audios. Alors, pour bien terminer les podcasts, on a débuté au début des podcasts, on a commencé avec l'opinion du médecin et notre cofondateur Bill W. Maintenant, on va terminer les audios avec le deuxième cofondateur, notre ami Dr. Bob à la page 193 de notre gros livre qui s'intitule Le cauchemar du docteur Bob. Et si vous voulez des références du docteur Bob, on a des références dans le mouvement, le livre Le mouvement des alcooliques anonymes devient adulte à la page 82. Son expérience est plus approfondie. Il y a aussi dans les avant-propos de la deuxième édition dans le gros livre, on en parle déjà en partant. Alors, c'est à la page XV1, ça veut dire 16 en chiffre romain, et la page 17. On parle du docteur Bob dans ce passage du gros livre et du mouvement des alcooliques devient adulte. Maintenant, on va aller voir son histoire euh, dans la page 193 qui dit il est un des fondateurs des Alcooliques Anonymes. La naissance de notre société remonte à son premier jour d'abstinence permanente le 10 juin 1935. Jusqu'en 1950, année de sa mort, il a transmis le message des AA à plus de 5000 hommes et femmes alcooliques et il leur a prodigué des soins médicaux sans penser à se faire payer. Hein? Puis on l'a vu au début du gros livre, aucun intérêt pécuniaire. Alors, c'est Alcoolique Anonyme, tout est gratuit. Tout ce qu'on donne, tout ce qu'on reçoit, c'est gratuit. Alors, donnons gratuitement ce que nous avons reçu gratuitement. C'est ce qu'Alcoolique Anonyme nous enseigne. Et même le docteur Bob, qui aurait pu se faire payer, non, il a aidé des gens sans se faire payer. Alors, c'est la gratuité de notre mouvement. On dit dans ce merveilleux travail de service, il a été secondé avec efficacité par une des plus grandes amies du mouvement, Sœur Ignacia de l'hôpital Saint-Thomas à Akron, Ohio. Il nous dit, je suis né dans un petit village de la Nouvelle-Angleterre qui comptait environ 7000 habitants. Les normes de moralité étaient, d'après mon souvenir, beaucoup plus élevées que la moyenne. Aucune boisson alcoolisée ni aucune bière n'était vendue dans le voisinage, sauf au magasin d'alcool ou de l'État, où il était peut-être possible de s'en procurer un demi-litre si la personne pouvait convaincre l'agent que cet alcool lui était absolument nécessaire. Hein, alors, c'était une époque où l'alcool, c'était péché, hein, parce que on se souvient dans les 7 péchés capitaux, l'alcoolisme, c'était un péché à l'époque. Sans cette preuve, l'acheteur éventuel devait repartir les mains vides, privé de cette chose que j'en étais venu plus tard à considérer comme la grande panacée pour tous les maux humains. Alors, Dr. Bob il était rendu à prendre l'alcool comme le remède de tous les maux humains. Hein, la panacée, c'est le remède de tous les maux, de toutes les blessures. Il nous dit, mon père exerçait une profession pour laquelle sa compétence était reconnue. Ma mère et lui concédaient beaucoup de temps aux activités paroissiales. Il dit, malheureusement pour moi, j'étais enfant unique, ce qui a été peut-être à l'origine de l'égoïsme qui a joué un rôle si important dans l'apparition de mon alcoolisme. Alors déjà, Dr. Bob nous parle de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Hein, quand Bill dit au début du gros livre, l'égoïsme et l'égocentrisme, croyons-nous, sont la source de tous nos problèmes, centrés sur soi-même. Il dit, de mon enfance à la fin de mes études secondaires, j'ai été plus ou moins obligé d'aller à l'église. Je devais assister à l'école du dimanche ainsi qu'aux offices religieux en soirée, participer le lundi aux réunions de la Christian Endeavor et parfois à la réunion de prière du mercredi soir. Cela a eu pour effet de me faire prendre la résolution de ne jamais remettre le pied dans une église une fois libéré de l'emprise parentale. J'ai tenu ma résolution pendant les 40 années suivantes, sauf lorsque les circonstances m'empêchaient d'agir autrement. Hein, on reconnaît bien là, le tempérament du rebelle, de l'autosuffisant qu'on a vu dans la deuxième étape expliquée. Le rebelle.
Ensuite, on dit, après le secondaire, j'ai passé 4 années dans un des meilleurs collèges du pays, là où boire semblait être une activité parascolaire très importante. Presque tout le monde buvait. J'ai bu de plus en plus et j'ai eu beaucoup de plaisir sans avoir trop de problèmes physiques ou financiers. Alors, hein, on sait que l'alcoolisme, il y a le buveur social, on a tous eu d'agréables moments avec l'alcool, mais ça s'est détérioré en progressant. Hein. L'alcoolisme, ça progresse et ça se détériore au fil du temps. Plus on boit, plus on en redemande. Notre corps en redemande toujours. Il dit, il semblait que toute ma vie était centrée sur ce que je voulais, sans aucun égard pour le droit, les désirs ou les privilèges de qui que ce soit. Cet état d'esprit a pris de plus en plus d'importance en vieillissant. Aux yeux de la confrérie de buveurs, j'ai obtenu mon diplôme avec grande distinction, mais le doyen ne le voyait pas ainsi. Il dit, j'ai passé les 3 années suivantes à Boston, à Chicago et à Montréal comme employé d'une grande industrie manufacturière de fourniture de matériel ferroviaire. Durant ces années-là, j'ai bu autant que mes finances me le permettaient, sans en subir trop d'inconvénients. Bien que je commençais à avoir des tremblements de temps en temps le matin, pendant ces 3 années, je n'ai manqué qu'une demi-journée de travail. Alors là, il nous décrit un peu, hein, au début, c'était le buveur social, c'était plaisant, c'était agréable. Et là, il nous décrit le gros buveur. Sa consommation d'alcool a augmenté. Alors, il est devenu un gros buveur en peu de temps. Et il dit toujours à la page 195, j'ai ensuite décidé d'entreprendre des études de médecine dans une des plus grandes universités du pays. Là, j'ai entrepris de boire avec beaucoup plus d'application qu'auparavant. En raison de ma capacité de boire de la bière en énorme quantité, on m'a élu membre d'une société de buveurs et rapidement, je suis devenu un des leaders du groupe. Il dit un petit peu plus bas, les choses allèrent de mal en pis jusqu'au printemps de ma 2e année. Après une longue période de beuverie, je me suis dit que je ne pouvais pas terminer mon cours. J'ai donc plié bagage pour partir dans le sud et y passer un mois dans une grande ferme appartenant à un de mes amis. Alors, la fuite géographique, hein, en croyant que le problème va se régler, Dr. Bob a fait la fuite géographique exactement comme Bill. Bill a parti avec sa femme en sidecar et il pensait qu'aller ailleurs, ça allait régler tous les problèmes. Mais la maladie l'a suivi. Hein, Bill est allé à Montréal aussi. Dr. Bob est allé à Montréal. Alors, ils ont fait la fuite géographique. Moi aussi, j'ai fait la fuite géographique. Je suis parti de mon petit village à la Malbaie en croyant que j'allais régler tous mes problèmes. Mais j'ai vite découvert que l'alcoolisme m'a suivi jusqu'à Montréal. Alors, ensuite, il nous dit, j'ai découvert que la faculté avait un point de vue différent du mien. Après bien des discussions, on m'a permis de me présenter aux examens, que j'ai d'ailleurs tous bien réussi. Les membres de la direction étaient passablement dégoûtés de moi et ils m'ont dit qu'ils essaieraient de se passer de ma présence. Oh, alors, Dr. Bob, là, il était devenu un indésirable. Hein? Bill nous l'écrit dans son chapitre. J'étais devenu un indésirable. Alors, Dr. Bob était devenu un indésirable aussi. Après de pénibles discussions, ils m'ont enfin accordé mes crédits et j'ai déménagé mes pénates dans une autre université reconnue où, à l'automne, j'entrais en 3e année. Dans cette nouvelle université, j'ai bu encore plus qu'avant, si bien que les gars de la résidence d'étudiants où j'habitais se sont sentis obligés de faire venir mon père. Alors là, Dr. Bob nous décrit qu'il devient un buveur chronique. Il boit encore plus. Son intervention a eu peu de succès puisque j'ai continué à boire. Je consommais même plus de boissons fortes qu'auparavant. Il dit, je fus acculé au pied du mur par la direction qui a exigé que je fasse 2 autres trimestres sans boire une seule goutte d'alcool si je voulais obtenir mon diplôme. J'ai réussi à faire ce qu'on exigeait de moi, à la satisfaction de la faculté, tant au point de vue de mes études que celui de ma conduite. Il dit, je me suis d'ailleurs si bien conduit que j'ai réussi à décrocher un poste d'interne très convoité dans une ville de l'Ouest. Pendant les 2 ans que j'y ai passé, j'ai eu tellement de travail que je n'ai presque pas quitté l'hôpital.
après ces 2 années d'internat, j'ai ouvert un cabinet dans le centre-ville. J'avais de l'argent, beaucoup de temps libre et de gros maux d'estomac. Alors, l'alcool commençait à faire des ravages physiques. Hein, parce que Bill dit même le physique est attaqué par l'alcool. J'ai vite découvert que quelques verres atténuaient mes douleurs gastriques, du moins pendant quelques heures. Je n'ai eu aucun mal à retourner à ma consommation excessive d'autrefois. Hein, Dr. Bob, là, il nous décrit un peu qu'est-ce qui est écrit au chapitre de la première étape dans notre gros livre, autres données sur l'alcoolisme. Hein, quand on dit à la page 39, vous pouvez être une très, très longue période sans boire, tout en étant un alcoolique en puissance. Et en bas de la page 39, on dit, que se passe-t-il dans la tête d'un alcoolique? Car il est là le cœur du problème. Alors, quand Bill nous dit alcoolique un jour, alcoolique toujours, on peut arrêter la consommation d'alcool, mais tout en gardant la mentalité, le tempérament alcoolique. Ensuite, il nous dit toujours à la page 197, je commençais alors à avoir de graves problèmes de santé, dans l'espoir de trouver quelque soulagement à mon mal. Je suis entré de mon propre chef au moins une douzaine de fois dans les cliniques locales. Imaginez-vous là, le contexte. Un médecin alcoolique qui va se faire traiter dans les cliniques. Il est incapable de se traiter lui-même. Pourtant, il a les connaissances. Mais il est incapable parce que la maladie, l'allergie physique à l'alcool, le besoin maladif de boire est plus fort que toutes ses connaissances, que toute son intelligence. Il dit, j'étais pris entre deux feux. Si je ne buvais pas, j'avais des maux d'estomac terribles. Et si je buvais, j'avais les nerfs à fleur de peau. Après 3 années de cette torture, j'ai abouti à l'hôpital où on a tenté de m'aider. Je m'arrangeais pour que mes amis m'apportent de l'alcool ou bien j'envolais dans l'établissement. Mon état s'est aggravé rapidement. Hein, un besoin irrésistible, un besoin de boire maladif. Je suis resté au lit environ 2 mois avant de pouvoir sortir. J'ai vécu là-bas encore quelques mois avant de retourner à ma pratique médicale. Je n'ai pas pris un verre jusqu'au temps de la prohibition. Après l'adoption du 18e amendement, je me suis senti en sécurité. Alors, Dr. Bob encore, il a été un certain temps sans boire. Il se sentait en sécurité. Et là, il nous dit, je savais que les gens s'achèteraient quelques bouteilles ou quelques caisses d'alcool selon leurs moyens et que le stock serait vite écoulé. Cela ne pouvait donc pas me faire beaucoup de tort de boire un peu. Alors, Dr. Bob ignorait qu'il était alcoolique, qu'il avait de l'allergie physique à l'alcool. Il n'était pas au courant. Hein, quand Bill dit dans les premières pages, l'alcoolisme se montre d'ignorance. Même l'alcoolique lui-même, souvent, ignore qu'il est atteint de l'alcoolisme. On croit que c'est normal, alors que c'est anormal. Ensuite, toujours page 198, on dit, au début, j'ai bu modérément, mais il m'a fallu relativement peu de temps pour retomber dans mes vieilles habitudes, dont les conséquences avaient été si désastreuses pour moi. Hein, quand on dit que l'alcool est rusé, pervers, déroutant, c'est insidieux. Hein, la peur d'en manquer, l'obsession. Pendant les quelques années qui ont suivi, j'ai vu grandir en moi 2 phobies. Alors, 2 peurs. La peur de ne pas dormir et la peur de manquer d'alcool. Comme je n'étais pas riche, je savais que je ne devais pas boire en certaines circonstances si je voulais gagner assez d'argent pour ne pas manquer d'alcool. Donc, la plupart du temps, je ne prenais pas le verre du matin dont j'avais tant besoin. Je le remplaçais par des sédatifs pour calmer les tremblements qui m'angoissaient. Il m'arrivait parfois de succomber au désir de boire le matin, mais dans ce cas, après quelques heures, je n'étais plus en état de travailler. Pendant les 15 années qui ont suivi, j'ai eu la présence d'esprit de ne pas aller à l'hôpital après avoir bu et je recevais rarement des patients à mon cabinet. Alors déjà, dans son jeune âge, Dr. Bob, son alcoolisme nuisait à son travail. Hein, quand on dit que ça détruit dans tous les domaines de notre vie. Ensuite, il dit un petit peu plus loin, à la page 199,
Je ne raconterai pas toutes mes expériences dans les hôpitaux et les cliniques, ce serait trop long. Pendant ce temps-là, nos amis nous évitaient plus ou moins. Nous étions plus invités chez eux puisqu'ils étaient certains que je me saoulerais. Pour la même raison, ma femme n'osait pas les inviter non plus. Ma peur de l'insomnie exigeait que je m'enivre tous les soirs, mais pour avoir de l'alcool dans la soirée, je devais ne pas boire durant le jour, du moins jusqu'à 16 heures. Cette routine a duré 17 ans, presque sans interruption. Quand on dit que c'est mental, hein, la maladie mentale. Quand Bill dit dans notre gros livre, dans les premières pages, ce scénario se répète encore et encore et encore. Et on pourrait rajouter des encore. Ensuite, on dit, c'était réellement un cauchemar horrible. Gagner de l'argent, acheter de l'alcool, apporter de l'alcool en cachette à la maison, me saouler, trembler le matin, prendre des sédatifs pour pouvoir travailler et gagner de l'argent, et recommencer ainsi à n'en plus finir. Je promettais à ma femme, à mes amis, à mes enfants de ne plus boire. Mais malgré ma grande sincérité du moment, je réussissais rarement à m'abstenir de boire jusqu'au soir. Il dit, lorsque cette boisson est revenue sur le marché, je me suis cru en sécurité. Je pouvais en boire autant que je voulais. C'était sans danger, puisque personne ne s'enivre à boire de la bière. J'ai donc rempli la cave avec la permission de ma bonne épouse. Alors, pour remplir une cave de bière, ça prend juste un alcoolique. Un buveur normal, social, ne remplit pas un sous-sol de bière. Mais non, ça prend un alcoolique pour faire ça. Il dit bientôt, je buvais au moins 1,5 caisse de bière par jour. Il dit ensuite, à peu près à la même époque, je me suis trouvé au sein d'un groupe de personnes qui m'attiraient par l'impression de calme, de santé et de bonheur qu'elles dégageaient. Elles s'exprimaient avec aisance, sans gêne aucune, chose que je n'étais jamais arrivé à faire, et elles semblaient être tout à fait à l'aise en toutes circonstances et en pleine forme. Surtout, elles paraissaient heureuses. Pour ma part, j'étais timide et je me sentais mal à l'aise la plupart du temps. Hein, c'est des traits de caractère typiques de l'alcoolique, les inconforts qu'on a à l'intérieur de nous, les confusions, les peurs, les craintes, les angoisses. Ma santé était sur le point de craquer et j'étais profondément malheureux. Je sentais que ces gens-là avaient quelque chose qui me manquait et qui me serait d'un grand secours. J'ai appris qu'il s'agissait de quelque chose de spirituel, ce qui ne m'attirait pas beaucoup. Mais je me suis dit que cela ne pouvait pas me faire de tort. J'ai longuement réfléchi sur le sujet pendant les 2 années et demie qui ont suivi, ce qui ne m'a pas empêché de m'enivrer tous les soirs. Ma femme s'est vivement intéressée à la chose et c'est son intérêt qui m'a motivé. Bien que jamais je n'ai senti que je pouvais trouver la solution à mon problème d'alcool, je ne saurais jamais comment ma femme a réussi à garder sa confiance et son courage pendant toutes ces années. Mais elle l'a fait. S'il en avait été autrement, je sais que je serais mort depuis longtemps. Il dit, je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi elles doivent subir toutes les tortures que nous leur infligeons. Alors, l'alcoolique, hein, il vit la torture de l'alcoolisme, l'enfer de l'alcoolisme, mais nos proches vivent la même enfer, les mêmes tortures. Parce qu'en plus, ils nous voient, ils nous voient nous détruire. Ils veulent nous aider, mais sont impuissants aussi devant notre alcoolisme. Il dit, à peu près à la même époque, une dame a téléphoné à ma femme un samedi après-midi. Elle voulait m'inviter chez elle dans la soirée pour me présenter un de ses amis qui serait en mesure de m'aider. C'était la veille de la fête des mères. J'étais rentré à la maison en apportant une grosse plante que j'avais déposée sur la table avant d'aller me coucher, ivre-mort. Le lendemain, la dame a téléphoné de nouveau, par politesse, et même si je me sentais mal, j'ai accepté l'invitation.
mais en arrachant à ma femme la promesse que nous ne resterions pas plus que de 15 minutes. Nous sommes entrés à 17 heures exactement pour ressortir à 23h15. Par la suite, j'ai de nouveau eu quelques brèves conversations avec cet homme et j'ai soudain cessé de boire. Mon abstinence a duré environ 3 semaines. Par la suite, je suis allé à Atlantic City pendant quelques jours pour assister au congrès que tenait une société nationale dont j'étais membre. Pendant le voyage en train, j'ai bu le scotch qu'il y avait et j'ai même acheté plusieurs bouteilles en me rendant à l'hôtel. C'était un dimanche. Je me suis saoulé ce soir-là. Il dit, je ne me rappelle plus ce qui s'est passé après cela, sinon que je me suis réveillé chez un ami qui habitait à une ville voisine de la mienne. Ces bonnes gens ont communiqué avec ma femme qui a envoyé mon nouvel ami me chercher. Il m'a ramené à la maison et m'a mis au lit. Ce soir-là, il m'a donné quelques verres et une bouteille de bière le lendemain matin. C'était le 10 juin 1935 et ce fut mon dernier verre. Au moment où j'écris ces lignes, près de 4 années se sont écoulées. Vous vous demandez sans doute ce que cet homme a bien pu faire ou dire de différent que que les autres avaient pu faire ou dire avant lui. Il faut se rappeler que j'avais beaucoup lu sur l'alcoolisme et que j'avais parlé à tous ceux qui étaient renseignés sur le sujet ou croyaient l'être. Je me trouvais maintenant en face d'un homme qui avait vécu pendant de nombreuses années l'effrayante expérience de l'alcoolisme, qui avait connu à peu près toutes les expériences possibles pour un ivrogne et qui avait été guéri par les mêmes moyens que j'avais essayé d'utiliser, c'est-à-dire par l'approche spirituelle. Il m'a donné des informations sur l'alcoolisme qui m'ont certainement aidé. Alors, les informations, ça venait du docteur Silwork. Le docteur Silwork avait donné plusieurs informations sur l'allergie physique à l'alcool, sur le tempérament alcoolique. Et Bill transmettait ces informations-là au docteur Bob. Ensuite, il dit, beaucoup plus important encore, pour la première fois de ma vie, j'étais en face d'un être humain qui savait par expérience de quoi il parlait quand il s'agissait d'alcoolisme. En d'autres mots, il parlait le même langage que moi. S'il connaissait toutes les réponses, ce n'était sûrement pas parce qu'il les avait lues quelque part. C'est un cadeau vraiment extraordinaire que d'être libéré d'un mal aussi terrible que celui qui m'accablait. Il dit, ma santé est bonne, j'ai retrouvé le respect de moi-même et je suis à nouveau respecté de mes collègues. Ma vie de famille est parfaite et mes affaires vont aussi bien que possible en ces temps incertains. Je passe beaucoup de temps à transmettre ce que j'ai appris à ceux qui veulent l'entendre et qui en ont tant besoin. Je le fais pour 4 raisons. Par sens du devoir, par plaisir, parce que cela me permet de payer ma dette envers l'homme qui a pris le temps de me transmettre le message. Parce que chaque fois que j'aide quelqu'un, je me prémunis davantage contre une rechute possible. Contrairement à la plupart de nos membres, il m'a fallu 2 années et demie d'abstinence avant de perdre l'obsession de boire. Cette obsession ne me quittait presque jamais. Par contre, jamais je n'ai été sur le point de succomber. Il fut un temps où j'étais terriblement révolté de voir mes amis boire alors que je ne pouvais pas me le permettre. Mais j'en suis arrivé à me dire que moi aussi, j'avais déjà eu ce privilège, que j'en avais tellement abusé qu'il m'avait été retiré. Je n'avais donc pas le droit de me plaindre. Après tout, personne ne m'avait jamais ouvert la bouche de force pour y verser de l'alcool. Si vous vous croyez athée, agnostique, ou que vous êtes sceptique, ou si vous entretenez une sorte d'orgueil intellectuel qui vous empêche d'accepter ce qui se trouve dans ce livre. Au début du livre, là, on nous suggère de suivre les recommandations de ce livre, de le prendre au début puis de suivre les recommandations. Il dit qui vous empêche d'accepter ce qui se trouve dans ce livre, alors je suis désolé pour vous.
Si vous pensez encore que vous êtes assez fort pour gagner la partie seul, avec vos propres moyens, c'est votre affaire. Mais si vous voulez vraiment, honnêtement, cesser de boire pour de bon, et si vous pensez sincèrement avoir besoin d'aide, nous savons que nous avons une réponse pour vous. Elle ne rate jamais, même si vous n'émettez que la moitié du zèle que vous avez montré pour vous procurer un verre. Alors, hein, on a lu précédemment que si on donne le même intérêt au programme de rétablissement, aux 12 étapes qu'on a donné de l'intérêt à l'alcool, on va se rétablir de l'alcoolisme. Il termine en disant, votre Père céleste ne vous abandonnera jamais. Alors, fin de la citation de notre cofondateur, le docteur Bob.